Les réseaux sociaux pourraient bientôt être interdits aux mineurs de moins de 15 ans. L'Assemblée nationale a en tout cas voté pour ce lundi et la proposition de loi doit désormais passer au Sénat. Mais alors que sait-on de cette interdiction? Qui sera concerné et pourra-t-elle vraiment être appliquée? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ce format d'actu du jour sur YouTube et en podcast audio. On en parlait depuis des mois, mais c'est désormais acté. Les députés ont voté en première lecture en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. On va revenir en détail sur ce que l'on sait déjà, mais attention, il faut bien noter que même si le texte a été voté à l'Assemblée, il doit encore être voté au Sénat à la mi-février et en cas de désaccord, il pourra être encore modifié. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui pourrait changer concrètement? Dans sa forme actuelle, le texte prévoit que les moins de 15 ans ne puissent plus créer de compte sur plusieurs réseaux sociaux. Cette mesure devrait aussi être rétroactive, c'est-à-dire que si un compte existait déjà pour un mineur de moins de 15 ans avant que la loi n'entre en vigueur, il sera suspendu ou supprimé. Mais alors, quels sont les réseaux sociaux concernés? Pour le moment, la liste précise des réseaux concernés n'a pas encore été dévoilée, elle devra être officiellement fixée après l'adoption définitive de la loi, mais quelques pistes sont déjà abordées. Selon l'équipe de Gabriel Attal, dont le groupe est justement à l'origine de la loi et que nous avons contacté, cette interdiction devrait notamment concerner les applications dites de scrolling, qui comportent donc un algorithme mettant en avant certains contenus et qui peuvent pousser à l'addiction. On revient sur ce sujet dans quelques instants. Parmi les réseaux qui pourraient donc être concernés, on retrouve par exemple TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook ou encore Threads, mais certains flous persistent toujours pour les plateformes de messagerie comme Messenger ou WhatsApp par exemple. Selon l'équipe de Gabriel Attal, pour WhatsApp, qui possède à la fois une messagerie et des fonctions se rapportant aux réseaux sociaux comme les stories, l'application devra donc scinder ses fonctionnalités pour qu'elles ne soient pas accessibles aux moins de 15 ans. Mais à noter que le texte exclut de l'interdiction certaines plateformes éducatives sans donner plus de précision. Un certain flou entoure donc aussi des plateformes comme YouTube et Twitch. Un contrôle parental pourrait par exemple suffire pour de telles applications, mais là encore, rien n'a été acté. Il faut d'ailleurs savoir qu'à la demande d'Emmanuel Macron qui soutient la mesure, le gouvernement a engagé une procédure accélérée afin que le texte puisse être appliqué au plus vite à partir de la prochaine rentrée scolaire, donc au 1er septembre 2026. Une fois la loi entrée en vigueur, un délai sera imposé aux plateformes pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs et rendre inaccessibles les comptes appartenant aux utilisateurs de moins de 15 ans. Autrement, elles pourraient s'exposer à des amendes ou des blocages. À partir de là, renseigner sa date de naissance dans les paramètres de votre compte comme aujourd'hui ne suffira plus, peu importe votre âge. Si la loi est actée, l'ensemble des utilisateurs en France, majeurs comme mineurs, devront prouver leur âge via une application tierce. Il devrait s'agir d'une obligation qui ressemble au fonctionnement nécessaire en France aujourd'hui pour se connecter à des sites pour adultes en leur envoyant un selfie ou une pièce d'identité. La ministre déléguée chargée du numérique souhaite que l'interdiction prenne effet pour toutes les nouvelles inscriptions dès le mois de septembre et que les services concernés aient vérifié l'âge de l'intégralité de leur base d'utilisateurs avant le 1er janvier 2027. Mais alors, pourquoi mettre en place une telle loi et quelles sont les réactions? Eh bien, le gouvernement justifie cette mesure en s'appuyant notamment sur de nombreuses études récentes alertant sur les risques liés à un usage excessif des écrans chez les adolescents. On en parle régulièrement, mais les réseaux sociaux peuvent exposer les plus jeunes à des contenus inappropriés, violents ou sexuels, menés à du cyberharcèlement ou encore plus globalement menés à des troubles du sommeil ou de la concentration. Politiquement, le texte a été majoritairement soutenu. Comme je vous l'ai dit, la mesure est défendue par Emmanuel Macron et le parti Renaissance, donc le camp présidentiel, et elle est aussi soutenue par une majorité des députés, dont ceux du Rassemblement national et des Républicains. De son côté, la France insoumise a critiqué le texte, dénonçant, je cite, un paternalisme numérique. Certains députés dénoncent le fait que certains réseaux sociaux qui cherchent à évoluer dans le bon sens en protégeant au maximum les mineurs seraient malgré tout impactés par cette mesure. Plusieurs associations dénoncent aussi une mesure liberticide et estiment qu'il faut davantage miser sur la prévention et l'éducation des plus jeunes sur le numérique que sur des restrictions. Certains experts estiment également que cette interdiction pourrait accentuer la solitude des plus démunis, car contrairement aux mineurs favorisés, ils n'auront pas forcément accès à d'autres activités pour compenser la perte des réseaux sociaux qui restent très accessibles. Il faut savoir qu'à l'exception de la Chine, qui restreint l'accès des moins de 18 ans aux réseaux sociaux depuis 5 ans, très peu de pays se sont frontalement opposés de la sorte aux réseaux pour protéger les mineurs, à l'exception de l'Australie, qui a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans début décembre dernier. Alors s'il est encore trop tôt pour évaluer concrètement la mesure australienne, sur place, elle a pour l'instant du mal à être totalement appliquée. Beaucoup de jeunes ont par exemple trouvé des moyens pour contourner le système d'identification ou utilisent simplement des VPN pour contourner la restriction. En France, un tel scénario est aussi à prévoir, mais il y a aussi un enjeu juridique, la future loi étant jugée par plusieurs spécialistes du droit comme juridiquement fragile. Elle pourrait notamment ne pas être totalement conforme au droit européen, l'Union européenne étant censée être la seule à pouvoir imposer des obligations techniques aux grandes plateformes. À noter d'ailleurs qu'en 2023, une loi instituant une majorité numérique à 15 ans en France n'a jamais été réellement appliquée pour ces raisons. En tout cas, un porte-parole de
de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE, a déclaré ce mardi que la France a le droit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, en rappelant cependant que ce sera à la Commission européenne de s'assurer de l'applicabilité de la mesure et du fait que les réseaux sociaux mettent bien en place la vérification de l'âge des utilisateurs. On suivra évidemment l'avancée de cette proposition de loi. En attendant, je vous laisse avec Samy pour le reste des actualités importantes du jour. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette première actu qui concerne le Proche-Orient. Le corps du dernier otage israélien encore détenu dans la bande de Gaza, Ran Gvili, a été rapatrié par l'armée israélienne ce lundi. Âgé de 24 ans, ce sous-officier de police appartenait à Yassam, une unité d'élite qui opère dans la région désertique du Negev en Israël et faisait donc partie des 251 personnes enlevées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué, je cite, une réussite extraordinaire pour l'État d'Israël. De son côté, le Hamas a estimé que ce geste confirmait son engagement à respecter les exigences de l'accord de cessez-le-feu conclu le 10 octobre dernier. Et justement, vu qu'on parle du cessez-le-feu, Israël a annoncé ce lundi une réouverture limitée du poste frontière de Rafah à la frontière avec l'Égypte, un point d'entrée essentiel de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Cette réouverture était en fait prévue dans le cadre du plan de paix établi par les États-Unis. La deuxième phase du plan américain prévoit le désarmement du Hamas, un retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale. En tout cas, c'est la première fois depuis 2014 qu'aucun otage israélien n'est retenu à Gaza. Deuxième actu, certains agents de l'ICE, la police de l'immigration américaine, vont quitter la ville de Minneapolis dans le Minnesota après la mort ce samedi d'Alex Pretty, un infirmier de 37 ans tué par un agent fédéral lors d'une manifestation. Le maire démocrate de la ville, Jacob Frey, qui est donc du camp opposé à Donald Trump, a annoncé vouloir que l'opération prenne fin et qu'il luttera pour que le reste des agents partent de la ville, mais pour l'instant les opérations continuent. Gregory Bovino, l'officier de l'ICE qui les dirigeait, va lui aussi quitter Minneapolis. Ses méthodes étaient critiquées par de nombreux médias internationaux. Après la mort d'Alex Pretty, il avait notamment déclaré « Ça ressemble à une situation où un individu voulait faire un maximum de dégâts et massacrer les forces de l'ordre ». Il sera donc remplacé par Tom Homan, surnommé par le président américain, je cite, le tsar des frontières. Il est le conseiller à l'immigration du gouvernement et il supervisera les opérations sur place et rendra des comptes directement à Donald Trump. Pour rappel, Alex Pretty est la deuxième personne à avoir été tuée par des agents fédéraux de l'immigration après Ronnie Good, une mère de 37 ans décédée le 7 janvier. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de l'ICE, on a appris ce mardi que des agents seront déployés en Italie lors des Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu du 6 au 22 février. Alors attention, ils ne seront pas là pour une opération liée à l'immigration en Italie. Toutes les opérations de sécurité resteront sous autorité italienne. En revanche, ils seront là pour aider les autorités locales à repérer de potentielles menaces comme le terrorisme ou les réseaux criminels et éviter qu'elles causent des problèmes pendant les Jeux. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, s'est opposé à leur venue, estimant que la présence de cette milice qui tue durant les JO était un problème. Et troisième actu qui concerne à nouveau l'ICE, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est un sujet qu'on estime assez important. Plusieurs médias ont rapporté que l'entreprise française Capgemini, spécialisée dans le numérique, le conseil et la gestion d'informations, collabore avec la police de l'immigration pour identifier et localiser des migrants. En fait, Capgemini a une filiale à Washington qui travaille avec le gouvernement américain depuis plus de 10 ans. Elle gère notamment un standard téléphonique pour les victimes de crimes commis par des étrangers, une mesure mise en place par Donald Trump. Et en novembre dernier, Capgemini a répondu à un appel d'offres pour localiser et identifier des migrants. Cette pratique s'appelle du skip trading et selon les détails de l'offre, plus l'entreprise française localise des migrants, plus elle empoche de l'argent, les bonus financiers étant basés sur le taux de vérification des adresses. Au total, elle peut engranger jusqu'à 365 millions de dollars selon les performances prévues dans le contrat. Alors la ministre des Armées Catherine Vautrin a réagi ce matin sur RTL, précisant que, je cite, les contrats des groupes français méritent toute vigilance, on n'a pas le détail du contrat, mais le respect des droits de l'homme est un sujet. Contacté par France 2 qui a dévoilé l'affaire, le PDG de l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Quatrième actu, on en parlait ce lundi, l'Inde et l'Union européenne ont officialisé un accord de libre-échange ce mardi. Le texte prévoit une baisse des droits de douane sur les véhicules fabriqués en Europe de 110 à 10%, sur les vins de 150 à 20% et la suppression totale de celle sur le chocolat et sur les pâtes qui était actuellement à 50%. Les droits de douane, ce sont les taxes que les entreprises indiennes payent lorsqu'elles importent des produits européens sur leur territoire et selon l'Union européenne, cet accord va permettre d'économiser jusqu'à 4 milliards d'euros chaque année. Je vous renvoie à nos actus d'hier si vous voulez en savoir plus. Cinquième actu, l'impact du plastique pourrait doubler les années de vie perdues d'ici à 2040 selon une étude de chercheurs français et britanniques publiée dans la revue scientifique The Lancet. En fait, cette étude estime que tout le processus de vie du plastique, de l'extraction du pétrole et du gaz pour le fabriquer, à l'élimination des déchets pour le détruire, engrenage une pollution si importante qu'elle fait perdre des années de vie à l'humanité. Accumulé à l'échelle mondiale, le nombre d'années de vie perdues va passer de 2,1 millions à 4,5 millions en 2040 si aucune mesure n'est prise.
prise. En réalité, malgré le recyclage, la majorité des plastiques finissent en décharge où ils se décomposent lentement en libérant des substances chimiques. Pour y remédier, les auteurs de l'étude estiment qu'il faut réduire la production de plastique inutile, comme les couverts ou les pailles à usage unique, ou encore les sacs plastiques pour contrer la pollution. En tout cas, les récentes négociations pour un traité mondial sur le plastique, qui se sont tenues du 5 au 14 août à Genève en Suisse, sous l'égide de l'ONU, se sont soldées par un échec. Depuis, aucune mesure n'a été prise. Et on termine avec cette actu, Safin et Naruto, les deux streamers qui faisaient des lives avec Jean Pormanov, décédés en direct sur la plateforme Kik le 18 août dernier, ont été placés en garde à vue ce mardi à Nice. Ils sont notamment visés pour des faits de violence en réunion sur mineurs et abus de faiblesse selon BFM TV. Alors cette garde à vue ne concerne pas l'enquête sur les causes de la mort de Jean Pormanov, mais elle s'inscrit dans une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice le 16 décembre 2024 à la suite d'un article du site d'investigation Mediapart. Cette enquête révélait l'existence de vidéos diffusées sur Kik par des personnes se présentant comme des influenceurs niçois dans lesquelles d'autres personnes potentiellement vulnérables étaient soumises à des violences et humiliations, parfois encouragées par des dons de spectateurs. Et près de 6 mois après la mort de Jean Pormanov, le parquet de Paris a annoncé ce mardi l'ouverture d'une information judiciaire visant la plateforme Kik. Cette enquête approfondie pourrait exposer la plateforme à des poursuites, on suivra ça. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.